Le 23 avril 2025, à 6h47 heure locale, le destroyer américain USS William P. Lawrence active son système d'identification automatique au moment précis où il s'engage dans le détroit de Taïwan. Allumer ce système à cet endroit précis, c'est un peu comme traverser un quartier dangereux avec son portefeuille qui dépasse de la poche. On cherche les ennuis. Le commandant sait très bien que, à 85 km de là, sur une base aérienne chinoise, un opérateur radar décroche déjà son téléphone. La sirène d'alerte déchire le calme du matin sur cette base. 2 pilotes de J-16 en sont à peine à la moitié de leur thé. C'est la journée de la marine chinoise, et les Américains viennent de s'inviter à la fête. Les pilotes sont déjà en train de courir avant même que l'alarme ne s'arrête. Ils savent que leurs chasseurs bimoteurs ont besoin de quelques minutes précieuses pour chauffer à froid. Lorsqu'ils atteignent le tarmac, les équipes au sol ont déjà retiré les goupilles de sécurité de 4 missiles à guidage thermique PL-10 et de 2 missiles à guidage radar PL-15. Ce qui est remarquable dans cet armement, c'est que ce sont des missiles air-air, pas des missiles anti-navires. Mais c'est précisément là tout le message. Les Chinois s'apprêtent à démontrer jusqu'à quelle distance ils peuvent s'approcher d'un navire de guerre américain. Assez près pour que, s'ils avaient emporté des missiles anti-navires YJ-83 à la place, le Lawrence n'aurait déjà plus existé. À bord du Lawrence, dans le centre d'information de combat, le radar de veille balaye le trafic matinal. Quelques appareils américains par ici, un vol China Airlines qui décolle de Taipei par là, les habituels bateaux de pêche éparpillés à travers le détroit. Le système de combat Aegis relie tout cela en une image unique et intégrée, partagée sur chaque console. C'est comme avoir une vue divine sur tout ce qui se trouve dans un rayon de 400 km. Dans environ 7 minutes, 2 nouveaux contacts vont apparaître sur ces écrans, se déplaçant rapidement et fonçant droit vers eux. La géographie de cet affrontement rend la confrontation inévitable. Le détroit de Taïwan se resserre à seulement 130 km en son point le plus étroit, et le Lawrence navigue entre les limites territoriales comme s'il marchait sur un fil. Le radar du destroyer peut détecter les chasseurs chinois à plus de 300 km, mais les règles d'engagement sont absolument claires. Tir autorisé uniquement en cas de légitime défense. À 6h52, les 2 J-16 sont en l'air et grimpent à travers 3000 mètres d'altitude. L'officier système d'armes de chaque chasseur enchaîne les vérifications à toute vitesse, tandis que l'appareil de 16 tonnes accélère. Hydraulique au vert, navigation alignée, armement activé. Le radar de type 1475 ASA s'initialise en quelques secondes, ses 1760 modules d'émission et de réception fonctionnant en parfaite synchronisation. Ce qui rend ce radar si redoutable, c'est qu'à la différence des anciens systèmes qui émettent dans toutes les directions comme un phare, le type 1475 peut concentrer son énergie comme un faisceau laser. Il peut illuminer le destroyer américain tout en restant presque invisible dans les autres directions. Les pilotes américains l'appellent le fantôme. On peut ne pas savoir qu'il vous observe jusqu'au moment où les missiles sont déjà en route. Et dans exactement 23 secondes, la suite de guerre électronique du Lawrence va détecter quelque chose qui va tout changer. À bord du destroyer, la suite de guerre électronique SLQ-32 catalogue chaque émission électromagnétique dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Les radars des bateaux de pêche, le contrôle du trafic aérien civil, les antennes relais de téléphonie et maintenant quelque chose de nouveau. 2 radars aéroportés opérant en bande X avec une fréquence de répétition d'impulsion qui ne peut appartenir qu'à un chasseur militaire. Le système capture chaque émission, construit des empreintes numériques, pendant qu'un marin active tous les systèmes d'enregistrement à bord. À 7h11, tout bascule. Le pilote de tête du J-16 effectue un tonneau à 6000 mètres d'altitude, pointe son nez vers l'océan vide où son radar lui indique que le destroyer américain devrait se trouver, à travers son viseur monté sur casque. Le navire brille comme un sapin de Noël dans le spectre électromagnétique. Il se remet à l'endroit et pousse davantage son nez vers le bas, échangeant l'altitude contre la vitesse. À 150 mètres au-dessus des vagues,
il se stabilise et entame sa passe d'attaque. Ce qui se passe ensuite est une leçon magistrale d'agressivité calculée. L'ordinateur de combat du J-16 de tête effectue en permanence des calculs d'interception, mis à jour toutes les dixièmes de seconde. Si c'était un véritable combat, ces missiles PL-15 engageraient la cible à près de 200 km, bien au-delà de la plupart des systèmes défensifs du Lawrence. Mais le jeu d'aujourd'hui exige quelque chose de bien plus dangereux. S'approcher suffisamment pour prouver qu'on aurait pu tirer. La physique de cette manœuvre est brutale. À 150 mètres d'altitude, le J-16 vole dans l'air le plus dense possible tout en maintenant 830 km/h. Les deux moteurs Saturn consomment environ 180 kg de carburant par minute à ce régime. Un seul faux mouvement, un seul instant d'inattention, et l'appareil à 100 millions d'euros devient une fléchette de 70 millions de dollars plantée dans l'océan. Sa nacelle de ciblage, un système électro-optique WMD7, verrouille la superstructure du destroyer. La stabilisation d'image est si précise que le pilote peut distinguer les numéros de coque individuels malgré les turbulences de son propre souffle réacteur. La nacelle envoie les données directement sur son affichage casque. Distance, vitesse de rapprochement, temps jusqu'à la séparation minimale. Tout est calculé pour démontrer une menace maximale avec un incident international minimal. Pendant ce temps, les systèmes de défense du Lawrence connaissent une véritable crise électronique. Le radar de veille suit le chasseur entrant tout en calculant simultanément les positions de tir pour les missiles RIM 162 ESSM dans ses cellules de lancement verticales. Le système de combat du navire sait exactement quelle trappe ouvrir, quel missile activer, quelle trajectoire garantirait un impact. Mais les armes restent froides. Le pilote chinois connaît la doctrine américaine par cœur. Il a étudié chaque document public sur les capacités de l'Aegis, mémorisé les zones d'engagement de chaque système défensif. Il sait qu'à 5 km, il est à l'intérieur de la portée minimale des missiles SM-2, mais dans la zone idéale pour les ESSM. À 1,5 km, il est même en dehors de cette enveloppe, ne laissant que le phalanx comme option défensive viable. C'est un jeu de chat et de souris joué à Mach 0,7. Son ailier maintient une formation en miroir parfaite à 8 km à l'est, créant ce que les pilotes de chasse appellent une tenaille. Si le radar de conduite de tir du destroyer se verrouille sur un chasseur, l'autre dispose d'un angle d'attaque dégagé. C'est une tactique perfectionnée pendant la guerre froide, maintenant démontrée en temps réel. Le message est limpide. Nous avons réfléchi à chaque scénario, calculé chaque angle, et vous êtes en vie uniquement parce que nous avons choisi de ne pas appuyer sur la gâchette aujourd'hui. Le radar de l'ailier en mode recherche maritime détecte le Lawrence à 70 km de distance, un rectangle d'acier de 155 mètres se déplaçant à 33 km/h. Son ordinateur d'armes calcule automatiquement les paramètres d'engagement. Mais ces calculs sont purement académiques aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour tirer, ils sont là pour prouver qu'ils le pourraient. Si ces J-16 emportaient des missiles anti-navires YJ-83, ils auraient besoin de se rapprocher à 30 à 50 km pour un lancement optimal, avant que le missile ne descende en phase de vol rasant juste au-dessus de l'eau. À cette distance, l'équipage n'aurait qu'une dizaine de secondes pour réagir, une fois que le missile aurait effectué sa montée terminale, pour engager les SM-2 ou les ESSM. Mais ce n'est pas le jeu d'aujourd'hui. Le contrôle au sol les guide en utilisant les données des radars côtiers. Le contrôleur connaît les règles d'engagement américaines par cœur. Ils ne tireront pas sur du harcèlement, mais une approche par l'arrière génère de meilleures images de renseignement. Dans le centre d'information de combat, les guetteurs voient leurs écrans se remplir de nouveaux avertissements. Le radar du J-16 est passé du mode recherche au mode suivi avec balayage, les illuminant avec une énergie concentrée toutes les 2 secondes. Les nacelles de brouillage KG-800 chinois se réchauffent, prêtes à inonder plusieurs bandes radars de bruit électronique. Ces nacelles peuvent cibler sélectivement les fréquences exactes utilisées par les radars de conduite de tir du destroyer, pouvant les aveugler au moment critique. À 30 km, le pilote de tête aperçoit une tache grise à l'horizon.
Il passe son radar en veille pour minimiser le temps d'alerte et bascule sur le suivi électro-optique. La nacelle de ciblage zoome au grossissement maximum, montrant le destroyer dans ses moindres détails malgré la brume matinale. Il peut compter les panneaux radars, identifier chaque emplacement d'armes et voir des marins se déplacer sur le pont. À 8 km, le phalanx du Lawrence acquiert automatiquement les chasseurs entrants. Ce système qui ressemble à R2D2 est la dernière ligne de défense du navire, un canon Gatling de 20 mm tirant 6500 coups par minute. Le radar suit les J-16 avec précision, mais l'arme reste en mode veille. Une simple pression sur un bouton déclencherait un rideau de tungstène qui déchiquetterait tout ce qui volerait à travers. Le J-16 de tête se stabilise à 5 km derrière le destroyer, parfaitement aligné dans son sillage à travers son affichage tête haute. Le navire de guerre américain remplit son champ de vision. Il pousse les 2 manettes des gaz vers l'avant. Les postes combustion s'allument avec un rugissement caractéristique. À 1,5 km, il peut distinguer des marins individuels sur le pont d'envol. À 800 mètres, il peut lire William P. Lawrence peint sur la poupe. À 300 mètres, il passe en tonnerre à 90 mètres d'altitude, légèrement décalé à tribord pour le meilleur angle de caméra. Le souffle des 2 moteurs Saturn AL-31F frappe la superstructure du destroyer. Les marins s'agrippent aux rambardes et se penchent dans l'ouragan artificiel. L'anémomètre du navire grimpe brièvement à 175 km/h avant de revenir à la normale. Dans le centre d'information de combat, la rencontre est consignée avec un détachement professionnel. Heure, 07:11 et 34 secondes. Type d'aéronef, J-16. Altitude, 90 mètres. Séparation latérale, 15 mètres. Le système Aegis a déjà calculé 17 façons différentes de l'abattre. C'est ce que fait le système en permanence, calculer des solutions de tir pour chaque contact, ami ou ennemi. Mais ce n'est que le début. À 7h23, un schéma dangereux se dessine. Les J-16 alternent les passes toutes les 2 minutes, l'un par l'arrière, l'autre par le travers. Ils maintiennent une altitude de 90 à 120 mètres, juste assez haut pour prétendre respecter les règles de sécurité si on les interrogeait. Chaque passe est soigneusement calibrée, assez proche pour faire les manchettes, assez loin pour éviter un incident international. Le chasseur de tête démontre ce que les analystes du renseignement appellent une démonstration de capacité. Il ralentit à 280 km/h, train rentré, volet partiellement sorti, se mettant en formation parallèle au destroyer à 800 mètres. Sa nacelle de ciblage maintient un verrouillage parfait sur la passerelle pendant qu'il tient la formation. Le message est sans équivoque. Mes capteurs peuvent vous suivre en permanence. Ces PL-15 sous ses ailes sont peut-être des missiles air-air, mais à cette distance, la démonstration est claire. S'il emportait des armes anti-navires, il serait bien dans l'enveloppe de lancement. Les PL-10 sur ces saumons d'ailes peuvent se verrouiller sur des cibles grâce au viseur monté sur casque du pilote. Partout où il regarde, le missile peut suivre. C'est conçu pour les chasseurs adverses, mais la démonstration de capacité rend la menace évidente. L'ailier décide de participer à la danse avec une passe supersonique à 300 mètres. Le bang supersonique se propage sur l'eau comme un coup de tonnerre, faisant vibrer le destroyer sans causer de dommages. Les vitres de la passerelle tremblent, les tasses de café sautent. Les marins sursautent, mais continuent leur travail. À 7h38, la situation tactique s'aggrave de façon dramatique. Le radar du navire détecte un destroyer de type 052D devant lui, le Huhei, le navire de guerre le plus avancé de Chine, manœuvrant pour l'intercepter. Simultanément, 2 nouveaux J-16 arrivent du continent avec des réservoirs pleins et des pilotes reposés. Ces nouveaux chasseurs arrivent avec une agressivité renouvelée. Le pilote de tête entame sa passe depuis 3000 mètres, accumulant de l'énergie pour une passe à grande vitesse. Ces J-16 frais portent le même armement air-air, 4 missiles à guidage thermique PL-10 pour le combat rapproché, 2 missiles à guidage radar PL-15 pour l'engagement hors portée visuelle. Mais là encore,
l'armement n'est pas le message, la proximité l'est. Il se stabilise à 60 mètres seulement, plus bas que ses prédécesseurs, mais toujours techniquement dans les limites acceptables. À 900 km/h, le destroyer remplit tout l'affichage tête haute. À la distance minimale, il passe à 90 mètres au-dessus et décalé de 30 mètres à tribord. Le Huhei se rapproche à 13 km. Son radar de type 346A verrouillé sur le Lawrence. Dans ses cellules de lancement vertical, les missiles anti-navires YJ-18 restent froids, mais leur présence parle d'elle-même. Ces missiles peuvent accélérer jusqu'à Mach 3 en phase terminale. Le Lawrence n'aurait que quelques secondes, pas des minutes, pour réagir. Le second J-16 frais exécute la manœuvre la plus agressive de la journée. Une passe croisée à 45 mètres d'altitude, à seulement 150 mètres devant l'étrave du destroyer. À travers les vitres de la passerelle, il occupe tout le champ de vision. Les deux post-combustion dessinent des cônes orange contre un ciel gris. Le rugissement arrive une seconde plus tard, couvrant les conversations et les appels radio. Le commandant du destroyer fait face à un défi précisément calculé. Les actifs chinois l'encerclent dans 3 dimensions. Des chasseurs au-dessus, un destroyer devant et des sous-marins probablement en dessous. Ces règles d'engagement restent claires. Transiter pacifiquement, tout documenter, ne pas escalader. À 7h52, le harcèlement atteint son paroxysme. Un chasseur approche par l'avant, tandis qu'un autre vient par l'arrière, tous les deux à 90 mètres.